Paris. Ciel gris. L'horloge de la tour indiquait 7h17 lorsque les grilles dorées du palais de l'Élysée s'ouvrirent pour accueillir un invité qui n'était pas le bienvenu pour tous. Les pas assurés d'Ibrahim Traoré résonnaient sur le marbre poli, tandis que la délégation française l'observait en silence. Pas de salutation chaleureuse, pas de sourire protocolaire. Juste le regard glacial de ceux qui ne savaient pas s'ils faisaient face à un leader africain ou à un séisme politique prêt à ébranler les fondations de l'Europe. Dans le salon ovale, Emmanuel Macron attendait. Il portait un costume taillé sur mesure, mais dissimulait sa nervosité sous une expression maîtrisée. Au fond, deux hommes des services de renseignement français observaient chaque mouvement de Traoré, comme s'ils tentaient de deviner ses pensées. Le président français se leva, tendit la main et murmura quelque chose de courtois. Mais il fut ignoré. Traoré s'assit en premier. Le silence dura 12 secondes. Long, tranchant, inconfortable. « Président Traoré, merci d'être venu jusqu'ici », dit Macron avec un léger sourire contenu. « Je crois que nous avons une opportunité unique devant nous. Une opportunité stratégique. » Traoré ne répondit pas immédiatement. Il observait les tapisseries, les portraits de généraux coloniaux, l'éclat doré qui ornait les murs comme des cicatrices de l'histoire. Puis il parla, d'un ton ferme. La stratégie ne manque pas à la France. Ce qui lui a manqué, c'est la honte. L'un des conseillers toussa. Macron déglutit, mais il sourit. « Soyons directs, alors », dit-il en faisant glisser une enveloppe de cuir sur la table. Dans ce document, il y a une proposition de coopération militaire et énergétique. La France est prête à reconnaître votre gouvernement, à effacer les dettes extérieures et à financer des infrastructures au Burkina Faso. En échange, nous demandons simplement de la stabilité et un accès préférentiel au lithium de la région du Sahel. Traoré regarda l'enveloppe, puis les yeux de Macron. « C'est tout ? Vendre ma terre contre des promesses françaises ? Payer avec mon peuple les erreurs de votre économie ?» Ibrahim, tenta Macron, omettant pour la première fois le titre présidentiel. « Nous ne sommes pas ennemis. Ce pacte peut sauver des milliers de vies, stabiliser le continent. Vous m'offrez des chaînes d'une autre couleur, » l'interrompit Traoré. « Et vous espérez que je souris comme si c'était une alliance. » Macron tenta de se ressaisir, mais il était trop tard. Traoré ouvrit l'enveloppe. Il lut chaque clause avec le calme de celui qui sait exactement ce qu'il cherche. Il trouva un article dissimulé en petits caractères. Droit de maintien militaire français dans des points stratégiques du territoire national. Il plia le document avec précision. Puis, lentement, il le déchira en 4 morceaux. Voici ma réponse. Le bruit du papier déchiré semblait résonner dans les couloirs du pouvoir. Macron blêmit. Les conseillers échangèrent des regards. Et Ibrahim Traoré se leva. « Président Macron, écoutez attentivement. Mon peuple a passé des siècles à écouter des promesses. Des siècles à accepter des aumônes enveloppées de jolis mots. Mais je ne suis pas venu ici pour signer des traités. Je suis venu pour dire, face aux yeux de votre République, que l'Afrique n'appartient plus à vos cartes ni à vos agendas. » Macron tenta de réagir, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Traoré marcha jusqu'à la grande fenêtre vitrée. Il pointa du doigt les jardins en contrebas, où une foule d'Africains exilés brandissaient des drapeaux du Burkina Faso, du Congo, du Mali, du Niger. Ils étaient des centaines, silencieux, les yeux embués. Ils sont venus parce qu'ils ont entendu un murmure, poursuivit Traoré. Le murmure qu'un homme oserait regarder l'Empire dans les yeux et dire « non ». Macron fit un pas en avant, plus agressif. « Vous jouez avec le feu, Ibrahim. Ce genre de manque de respect a des conséquences. Et il y a des conséquences pour des siècles de pillage. J'ai appris à marcher parmi les cendres, Monsieur le Président. Vos menaces ne me brûlent pas. La tension atteignait des niveaux irréversibles. Mais Traoré gardait le calme d'un homme qui avait déjà affronté la mort. Il marcha jusqu'à la porte et s'arrêta. Il se retourna une seule fois. L'histoire ne sera plus écrite avec de l'encre française sur le sol africain. Le temps des pactes secrets est révolu. Maintenant, c'est le temps des peuples. Et il sortit. Dehors, le vent était mordant. Mais il n'y avait pas de froid. Il y avait de la dignité. Un silence respectueux se forma parmi ceux qui l'attendaient. Puis un cri, un seul, d'un petit garçon vêtu de vêtements usés, tenant une pancarte improvisée, où était écrit « Merci Traoré ». Le leader s'agenouilla devant lui. Il ôta son foulard rouge
symbole de la résistance, et le noua autour du bras de l'enfant. Puis il se releva et parla, assez fort pour que les caméras l'enregistrent. Que les fils des colonisés sachent que leurs pères ne se sont pas inclinés. La vidéo devint virale. En moins de 48 heures, le monde entier regardait le moment où un président africain déchirait un traité français et répondait avec honneur. Mais ce que le monde ignorait, c'était que ce n'était que le début. Dans les coulisses de la politique internationale, les échos de l'acte de Traoré commencèrent à provoquer des fissures. D'anciennes alliances furent remises en question. Des présidents d'autres nations africaines, autrefois silencieux, commencèrent à s'exprimer. Une réunion d'urgence de l'Union européenne fut convoquée. Les journaux européens titraient « Le défi africain à l'ordre mondial » et « Le jour où Paris a perdu le contrôle du Sahel ». Mais ce que beaucoup ne comprenaient pas encore, c'était la véritable raison pour laquelle Traoré avait accepté de se rendre à Paris. Car, en réalité, il savait qu'il n'allait pas négocier. Il allait libérer. De l'autre côté du continent, au Burkina Faso, le peuple descendait dans les rues. Des milliers de personnes à Ouagadougou, tenant des torches, chantant des hymnes anciens, se remémorant les temps de Thomas Sankara. Des femmes dansaient les larmes aux yeux, des vétérans de guerres oubliés saluaient devant des écrans de télévision. Le peuple comprenait. Ce geste allait au-delà de la diplomatie. C'était un rituel de rupture. Pendant ce temps, Macron convoquait une réunion d'urgence avec ses alliés stratégiques. Il essayait de comprendre ce qui avait dérapé. Mais le problème n'était pas dans la tactique, il était dans l'esprit. Car pour la première fois depuis de nombreuses années, un leader africain avait mis l'âme avant l'intérêt, l'honneur avant le pouvoir. Dans l'avion de retour vers Ouagadougou, Ibrahim Traoré ne dormit pas. Il resta silencieux, regardant par le hublot comme s'il cherchait quelque chose au-delà des nuages. À ses côtés, le colonel Bamba, son conseiller de confiance, observait le visage calme du leader, mais sentait la tension qui vibrait dans l'air comme une corde prête à rompre. « Tu sais qu'ils ne vont pas accepter cela en silence, Ibrahim, » murmura-t-il. « Ils vont riposter, ils vont essayer de déstabiliser, manipuler des alliés, couper les lignes d'approvisionnement. » Traoré acquiesça sans détourner le regard. Ils l'ont toujours fait, mais maintenant, ils savent qu'ils ne contrôlent plus la peur. À leur arrivée, l'aéroport était envahi, pas par des journalistes, pas par des officiels, mais par des mères portant leurs enfants dans les bras, des bergers avec des bâtons de bois, des étudiants brandissant des livres comme des drapeaux. Tous voulaient voir de leurs propres yeux celui qui avait osé dire « non » au nom de tous ceux qui n'avaient jamais pu. Traoré ne fit pas de discours. Il passa simplement parmi eux, touchant des mains, croisant des regards. Pour lui, ce moment n'était pas celui des applaudissements. C'était celui de la responsabilité. Il savait que chacun de ses gestes était désormais un appel, et chaque mot, une graine. Quelques jours plus tard, la réponse de la France arriva rapidement. Dans un communiqué officiel, le gouvernement français annonça le gel de tous les accords commerciaux avec le Burkina Faso et la suspension de l'aide humanitaire. Les médias occidentaux le dépeignaient comme radical, insensé, menace à la stabilité régionale. Mais Traoré ne réagit pas avec colère. Il réagit par le travail. Il convoqua les chefs tribaux, les jeunes des universités, les militaires, les agriculteurs, les entrepreneurs locaux. Et lors d'une assemblée tenue en plein air, sous un arbre centenaire, il déclara « Ils nous traitent d'instables, mais ils n'ont jamais vu un peuple uni. Aujourd'hui, je ne suis pas président. Aujourd'hui, je ne suis qu'un fils de plus de cette terre, qui veut planter la liberté dans un sol où seule la peur poussait auparavant. Le plan fut révélé, un nouveau pacte, mais pas avec des puissances étrangères. Un pacte entre le peuple et lui-même. Les mines seraient nationalisées. Les écoles recevraient des livres écrits par des auteurs africains. Les routes seraient construites par des ingénieurs burkinabés, même si cela prenait 3 fois plus de temps. Et le lithium. Le lithium serait utilisé avec sagesse, pas avec précipitation. La communauté internationale observait, incrédule. Le projet Traoré n'était pas seulement politique, il était symbolique. Il défiait la logique de la dépendance. Et c'était l'hérésie que les empires ne pouvaient tolérer. Dans la nuit d'un mardi, un groupe de mercenaires financés par des intérêts étrangers tenta d'envahir le complexe présidentiel. Mais ce qu'ils trouvèrent
fut une résistance, pas armée, populaire. Des hommes et des femmes formèrent un cordon humain autour du palais, tenant des bougies allumées, chantant des chansons ancestrales parlant de courage. Les mercenaires reculèrent. Pas parce qu'ils étaient en infériorité tactique, mais parce qu'ils comprirent qu'ils n'affrontaient pas seulement un gouvernement. Ils affrontaient une âme collective éveillée. Traoré apparut sur le balcon du palais à l'aube suivante. Fatigué, oui, mais les yeux pleins de feu. Et il dit, sans micro, uniquement avec sa voix, « La guerre qu'il prépare n'est pas contre des armes, elle est contre la conscience. Mais il est trop tard, nous sommes réveillés. » La phrase se propagea comme un feu de forêt. Elle fut peinte sur les murs, inscrite sur des vêtements, tatouée sur des bras. Au Ghana, au Mali, au Togo. Des jeunes commencèrent à citer Traoré comme le symbole d'une nouvelle ère. À Paris, des manifestations éclataient dans les banlieues. Des immigrés africains brandissèrent des pancartes. « Notre Afrique n'est plus à vendre ». Face à l'effondrement narratif, Macron tenta une nouvelle manœuvre. Il envoya une lettre personnelle, écrite à la main, invitant Traoré à un sommet de réconciliation à Genève. Il proposa une médiation de l'ONU, un allègement des sanctions et la création d'un fonds commun pour le développement durable. Mais Traoré refusa, publiquement. « Je ne m'assiérai pas à des tables où les couverts sont déjà choisis », dit-il devant l'Assemblée des Anciens. Car là-bas, le plat est toujours le même, notre peuple. Ce qui suivit surprit tout le monde, même ses alliés les plus proches. Ibrahim Traoré fit quelque chose d'impensable. Il prit le contenu de la lettre de Macron et le lut en direct à la télévision nationale. Mot pour mot. Il révéla les concessions implicites, les jeux de langage, les termes cachés. C'était comme assister à une leçon publique sur le néocolonialisme. Puis, en silence, il marcha vers une table à côté et brûla la lettre dans une petite flamme. Nous n'avons pas besoin d'invitation pour être dignes. Nous avons besoin de courage pour être libres. Pendant ce temps, à l'étranger, quelque chose commençait à bouger. Des leaders de petits pays, qui n'avaient jamais osé s'exprimer, commencèrent à envoyer des messages à Traoré. Certains avec des mots timides, d'autres avec une admiration explicite. Puis, un appel téléphonique. Pas d'Afrique, d'Amérique du Sud. C'était Gustavo Rios, président de la Bolivie. « Frère, dit-il, ce que tu as commencé là-bas a résonné ici. Nous sommes avec toi. » Ensuite vinrent des messages du Venezuela, du Congo, du Laos, et même de mouvements indigènes au Canada. Tous disaient « Tu n'es pas seul ». Et c'est cette nuit-là, après avoir lu des centaines de lettres laissées par des jeunes et des anciens, que Traoré se retira dans sa salle de prière, sans caméra, sans conseiller. Juste lui, un banc de bois et une bougie allumée. Là, à genoux, il murmura « Seigneur, ne me laisse pas oublier que je ne suis pas ici pour être adulé, mais pour servir. Si ma voix s'enroue, que ma vie parle, si mes pieds flanchent, que le peuple marche, mais ne permets jamais que l'espoir se perde. Jamais. » La bougie s'éteignit d'elle-même, mais la flamme était déjà allumée sur tout un continent. Le monde observait, mais c'était un monde divisé. Pour les puissants, Ibrahim Traoré était une menace. Pour les opprimés, un espoir. Et entre ces deux extrêmes, une nouvelle Afrique commençait à naître, encore fragile, encore saignante, mais debout. Une réunion extraordinaire fut convoquée à Bruxelles. Les leaders de l'Union européenne, les chefs de l'OTAN, et même des consultants du FMI étaient présents. Au centre de la table, des dossiers portant le nom Traoré, en lettres rouges. Analyse, simulation, projection. Mais aucun d'eux ne savait comment contenir ce qui n'était plus seulement un homme. C'était un mouvement. « Il est trop charismatique », disait un ministre allemand, « et il ne joue pas selon les règles du jeu. »« Peut-être parce que ce jeu n'a jamais été conçu pour lui », rétorqua une diplomate espagnole, avec un ton presque coupable. Au même moment, au Burkina Faso, Traoré participait à une cérémonie de récolte avec des paysans, les mains pleines de terre, le visage brûlé par le soleil, mais les yeux tranquilles, comme ceux qui voient au-delà. Un des agriculteurs, un homme nommé Malik, âgé de plus de 70 ans, s'approcha. « Je n'aurais jamais pensé voir ça de mon vivant, Ibrahim. » Un président avec les pieds dans la boue. Traoré sourit, prit une houe et répondit « On ne gouverne pas une terre sans l'aimer d'abord, et on n'aime pas ce qu'on ne touche pas. » Le soir, l'image de Traoré portant des sacs de manioc devint virale une fois de plus.
Mais ce qui attira l'attention, ce ne fut pas le geste, mais la légende écrite par une jeune activiste africaine. Il récolte avec nous aujourd'hui parce qu'il a planté la dignité hier. Pendant ce temps, à Paris, Macron était acculé. À l'intérieur, son gouvernement faisait face à des manifestations. À l'extérieur, son image de diplomate mondial était ternie. Il ne pouvait l'admettre, mais le geste de Traoré avait déclenché un effet domino. C'est alors qu'une ultime tentative fut orchestrée. Pas de négociation, mais de diffamation. Un faux dossier fut divulgué à la presse européenne, suggérant que Traoré s'enrichissait avec les ressources minières et détournait des fonds vers des paradis fiscaux. Des manchettes apparurent dans des journaux prestigieux. L'autre visage de Traoré, le messie africain au compte caché. Mais la réponse fut plus rapide qu'il ne l'avait prévu. Lors d'une conférence de presse retransmise dans le monde entier, Ibrahim Traoré, devant des dizaines de journalistes internationaux, ouvrit son propre compte bancaire en direct. Il montra chaque entrée, chaque dépense, chaque centime donné, investi, partagé. Et puis il dit « Vous pensiez que j'étais comme vous. Mais vous n'avez pas compris. Je ne me bats pas pour des trônes. Je me bats pour des graines. » Silence absolu. Jusqu'à ce qu'un journaliste nigérian ému commence à applaudir. Puis un autre. Puis tous. Pas comme un applaudissement, mais comme une reconnaissance, comme un témoignage. À cet instant, même les critiques les plus sceptiques commencèrent à douter. Quelque chose ne collait pas. Ibrahim Traoré n'était pas seulement incorruptible. Il était inébranlable. C'est pourquoi, des semaines plus tard, lorsque les Nations Unies se réunirent pour discuter du nouvel ordre géopolitique africain, l'inattendu se produisit. Pour la première fois, un leader du Burkina Faso fut invité à s'exprimer à l'ouverture de l'Assemblée générale. L'auditorium était comble, chefs d'État, ambassadeurs, analystes. Et au centre du pupitre, Traoré. Aucun papier en main, juste un petit objet en bois. Un collier de perles fabriqué par des enfants d'un village pauvre, envoyé comme cadeau. Il commença par une pause. Il regarda tout le monde. Puis il parla. « Je ne viens pas ici pour demander. Je viens pour rappeler. Rappeler que le monde a oublié que les petits ont aussi une voix, que le Sahel saigne, mais chante, que l'Afrique n'est pas un continent de manque, mais d'abondance volée. » Les regards curieux se transformèrent en yeux embués. « On m'a traité de radical, » poursuivit-il. « Mais radical est celui qui arrache quelque chose par la racine. Et c'est ce que je fais. Arracher la racine de la soumission. » Le discours fut retransmis en 72 langues. Il fut interrompu 7 fois par des applaudissements. Et il se termina par une phrase qui devint le symbole d'une génération. La liberté ne se demande pas. Elle se plante. Et elle s'arrose de courage jusqu'à ce qu'elle fleurisse. À la sortie, les journalistes tentèrent de l'encercler. Les questions fusaient de toutes parts. Quel sera le prochain pas? Craignez-vous des représailles? Et s'ils essaient de vous renverser? Mais il ne répondit pas avec des mots. Il regarda la caméra la plus proche et tendit la main, tenant le collier de perles. Tant qu'il y aura des enfants qui fabriquent des colliers avec de l'espoir, aucun régime ne pourra me faire tomber. La vidéo explosa sur les réseaux. Plus de 100 millions de vues en une semaine. Mais pour Traoré, les chiffres ne signifiaient pas la victoire. La victoire, c'était de voir une jeune fille nommée Aminata, jusqu'alors sans éducation, construire une bibliothèque communautaire avec des livres donnés. La victoire, c'était de voir des soldats apprendre aux enfants à planter plutôt qu'à faire la guerre. La victoire, c'était de regarder le ciel et de savoir que, même au milieu des tempêtes, la lumière trouvait encore un chemin. À son retour au Burkina Faso, il fut accueilli par le silence. Mais ce n'était pas une absence, c'était de la révérence. Le peuple forma un corridor humain jusqu'au palais présidentiel. Chaque personne tenant une graine, des milliers de graines, une offrande symbolique. Et alors, dans un acte presque liturgique, Traoré s'agenouilla, prit une poignée de graines et dit « Que la terre nous accueille, que la mémoire nous guide, que l'avenir n'ait plus besoin de héros, seulement d'hommes justes. » Il planta là, sur place, dans le sol de la place, avec ses propres mains. Et à cet instant, sans drapeau, sans discours, sans foules euphoriques, nous comprîmes, le plus grand geste de révolution n'est pas de détruire l'ancien, c'est de cultiver le nouveau.